Je vais donner tout de suite la parole à un de mes amis que vous connaissez certainement. C'est Denis Régent qui va vous parler d'un sujet tout à fait d'actualité. Merci. Comme Jacques vient de nous le dire, on va parler d'où on est. On va être très terre à terre. On va redescendre un petit peu par rapport aux choses précédentes, ce qui donnera l'occasion de remonter ensuite. Alors la question qui a été posée, c'est à quoi sert un bon rapport signal sur bruit? Quand on a moyennement envie de répondre, eh bien, on répond par une autre question. Et l'autre question que je retourne aux organisateurs, c'est peut-on éthiquement accepter de ne pas avoir le meilleur rapport signal sur bruit possible en scanographie abdominale? Est-ce qu'on peut accepter de faire des examens qui ne soient pas parfaits dans la mesure du possible? Alors pour avoir une réponse à cette deuxième question, on fait un petit peu appel à l'histoire de France et on voit ce fameux dialogue d'Ambroise Paré et de Charles IX. J'espère bien que tu vas mieux soigner les rois que les pauvres. Non, sire, c'est impossible. Et pourquoi? Parce que je soigne les pauvres comme des rois. Donc d'emblée, on avait déjà la notion d'une médecine à deux vitesses. Et bien entendu, s'il n'y a pas de médecine à deux vitesses, il ne faut pas non plus qu'il y ait de scanners à deux vitesses. Il n'y a pas des bons scanners pour les uns et des scanners moins bons pour les autres, quelle que soit la raison. Il faut donc avoir le meilleur rapport signal sur bruit en permanence, dans la mesure du possible. Alors pour avoir des choses un petit peu plus concrètes, on peut rappeler les facteurs de qualité photographique en insistant sur le fait qu'il y a les facteurs de qualité contraste et bruit natifs, disons structuraux, liés aux conditions dans lesquelles on réalise l'examen. Et deuxièmement, il y a ceux qu'on voit sur les résultats lorsque sont intervenus les éléments psychosensoriels. Ce n'est pas tout à fait la même chose. L'aspect physique des images et l'aspect physiologique des images, il y a des variations, tant en ce qui concerne le contraste qu'en ce qui concerne le bruit. Ensuite, on se servira d'un exemple concret qui est une maladie rare mais qui a des intérêts parce que c'est une maladie avec une énorme surcharge lipidique, c'est la maladie de Whipple, et on verra pourquoi dans cette maladie de Whipple, un certain nombre d'éléments sémiologiques ont été jusqu'à présent ignorés alors qu'on les connaissait par l'anatomie pathologique. C'est rare qu'on ait des données anatomopathologiques avant des données radiologiques, mais c'est comme ça dans cette maladie. Et donc il y a eu un petit retard de l'imagerie à cause de peut-être d'examens qui avaient été insuffisamment exploités. Voilà, donc les facteurs de qualité photographique et en essayant de faire la différence entre les facteurs propres et les facteurs apparents. Donc le contraste propre et le contraste apparent, c'est une notion qu'il faut avoir présente à l'esprit quand on a trois zones de signal comme A et B, C qui sont figurées ici et qu'on veut exprimer le contraste, on ne peut pas faire simplement A par rapport à B ou B par rapport à C. Pourquoi? Parce que le contraste apparent, c'est plus que le contraste propre, parce qu'il est modulé par les composantes psychosensorielles, en particulier quelque chose qu'on néglige ou dont on ne parle pas assez, c'est l'effet de fond, le background effect. Ça explique pourquoi, quand on veut exprimer le contraste mathématiquement, au dénominateur, on est obligé de faire quelque chose qui reflète le niveau de signal du fond des images dont on veut évaluer le contraste. Ici, par exemple, A et B, c'est un objet test. Vous voyez que le contraste apparent est très différent selon que l'objet test est situé sur un fond clair ou sur un fond plus foncé. Donc ça, c'est permanent et il faut en être conscient. Si on pousse l'expérience un petit peu plus loin en étalant la gamme de gris du fond pour aller jusqu'au noir presque complet, vous voyez qu'on a un contraste maximal quand le fond a une densité maximale et qu'au contraire, quand le fond est clair, le niveau de contraste entre A et B diminue. Donc cette importance du fond sur lequel se déposent les images que l'on veut analyser doit être prise en compte et ça n'est pas une intuition facile. Cet effet de fond peut créer de véritables illusions d'optique. Vous voyez ici une expérience qu'on peut reproduire assez facilement. Deux damiers, l'un clair et l'autre sombre. Le premier à gauche, le second à droite. Et au centre de chacun de ces deux gros damiers, deux damiers plus petits, dont vous voyez comme moi, je pense que celui de le petit a, pour ne pas se tromper entre la gauche et la droite, le petit a ici est nettement plus sombre que le petit b. Et vous voyez que quand on supprime les deux fonds des grands damiers, on s'aperçoit que ces deux petits damiers du centre sont strictement identiques. Donc l'effet de fond ici a donné une véritable illusion d'optique, elle nous a fait inverser les densités sans que nous en soyons conscients. Alors cette variation du contraste apparent, elle est maximale lors du fenêtrage dynamique quand on fait en particulier des explorations multiphasiques en pathologie abdominale où on a sans injection un temps artériel différé, un temps portal
et un temps tardif, le niveau de gris du fond change à chacune de ces phases, et si on ne modifie pas le fenêtrage, on risque d'avoir des erreurs d'interprétation par des signaux qui n'apparaîtront pas comme ils le devraient. Si on envisage maintenant le bruit, c'est le même problème. Il y a le bruit propre et il y a le bruit apparent. Le bruit propre d'une image en échelle de gris acquise par des photons X, c'est le bruit de luminance. Il se traduit par un aspect granuleux de ces images, c'est le bruit de grenaille, c'est, vous le savez, le bruit quantique qui reflète les fluctuations statistiques d'émission des photons. Et ces fluctuations statistiques deviennent visibles lorsque le flux photonique est faible. Voilà, donc en imagerie röntgenienne, bien sûr, la principale source de bruit propre, c'est le bruit quantique, qui est directement lié à la dose d'exposition. Donc vous connaissez son expression numérique, le flux quantique, il est égal à plus ou moins racine carrée de n sur n, n étant le nombre de photons comptés par unité de surface du système de détection, par pixel par exemple. Donc on voit que si on a un n qui est faible, évidemment on a un niveau de bruit qui est élevé, c'est ce qui se passe dans les acquisitions low dose. Et si on veut diminuer ce bruit visible, il n'y a qu'une seule solution, c'est d'augmenter n, d'augmenter l'exposition. Si on passe de 10 puissance 2 à 10 puissance 4, on a une fluctuation quantique qui est de 1%, alors que précédemment elle était de 10%. Et de ce fait, vous le voyez, quand on augmente l'exposition, on voit réapparaître les images de petite taille et de faible contraste propre qui étaient noyées dans le bruit dans la circonstance précédente. Alors les éléments sont les mêmes quand on parle d'image photonique lumineuse, et en particulier sur vos appareils photographiques. Ici, une série de photos, vous voyez que si on prend comme base l'image numéro 1, qui est l'image, disons, type, on voit que si on diminue la luminance au millième de sa valeur, avec 0,01 photon par pixel, on a une image qui est très granuleuse, qui est pratiquement ininterprétable. Et si on veut une image avec beaucoup de détails, eh bien, il faudra augmenter la luminance jusqu'à 100 photons par pixel, par exemple. Donc c'est exactement le même problème, parce que la fluctuation quantique elle est identique dans toutes les émissions photoniques, que ce soit des émissions photoniques X ou photoniques lumineuses. La différence, quand on est en photonique lumineuse, c'est qu'on a en plus une fluctuation de chrominance, en plus de la fluctuation de luminance. Donc la conséquence de ce bruit, c'est essentiellement un préjudice esthétique, quand on s'arrête au bruit. On sait que ce bruit apparent, il peut être modulé, on peut le majorer. Quand est-ce qu'on peut majorer la visibilité de ce bruit? Par exemple, quand on pince la fenêtre, quand on augmente le contraste. On peut aussi augmenter la visibilité du bruit quand on accentue les effets de bord. Les effets de bord, vous le savez, c'est les effets transitionnels. Quand on passe d'une plage sombre à une plage claire, au lieu de se modifier de façon linéaire, il y a un renforcement du côté sombre et du côté clair qui fait qu'on accentue donc la visibilité de cette limite. Donc lorsque, après transformé de Fourier, on passe du domaine spatial au domaine fréquentiel et qu'on accentue les fréquences spatiales élevées, on majore la visibilité du bruit. C'est ce qu'on a ici quand on met un filtre dur. Et ceci, donc, majore largement l'image du bruit, parce que le bruit, c'est la principale composante des éléments de détail que représentent les fréquences spatiales élevées. Voilà. Mais il faut savoir que ce bruit, on peut l'atténuer assez facilement, ce bruit apparent, par des procédés de maquillage. Vous en faites tous les jours, éventuellement sans vous en rendre compte. Quand vous élargissez la fenêtre de visualisation, quand vous mettez une fenêtre à 400 au lieu de 250 ou 300 dans l'abdomen, eh bien vous voyez moins le bruit. Vous l'avez maquillé, c'est-à-dire que vous l'avez fait disparaître, mais le bruit est toujours là. Vous pouvez épaissir les coupes, vous le faites aussi de façon systématique. Quand vous faites des reconstructions coronales, généralement elles sont d'épaisseur plus importante que les coupes axiales. Vous pouvez bien entendu modifier les filtres de convolution que vous utilisez. Et puis surtout, on peut avoir des algorithmes de pré- ou post-traitement, anti-bruit, disons, qui permettent de diminuer ce bruit visible. C'est la même image ici qui s'intéresse donc à des adénopathies de la racine du mésentère. Donc vous voyez que sur l'image de droite, il y a un niveau de bruit très important et que ce niveau de bruit, vous le trouvez partout, dans les adénopathies, dans les tissus mous, au niveau des anses intestinales opacifiées. Et que si on veut le faire disparaître, ou en tout cas si on veut le maquiller, il suffit d'ajouter un filtre anti-bruit, par Photoshop par exemple, et vous voyez qu'à ce moment-là, on a diminué une grande partie du bruit, et on a donc par contre aussi perdu une certaine netteté, c'est normal, puisqu'on diminue les fréquences spatiales élevées, on ne peut pas malheureusement éliminer celles qui ne nous plaisent pas et garder celles qui nous plairaient éventuellement. Voilà. Donc le bruit n'est pas un problème, puisqu'on peut le masquer et puisqu'on peut s'en séparer, donc ne pas avoir les effets néfastes sur l'esthétique des images. Par contre, il y a une chose qu'on ne peut pas masquer, c'est la perte de résolution en contraste, donc la perte de la capacité de voir les structures à faible contraste propre et de petite taille.
car là, il n'y a pas de moyen de masquer. Il n'y a aucune technique autre que l'augmentation de l'exposition qui permet de corriger l'hétérogénéité du faisceau. N dépend uniquement du produit milliampère seconde, il n'y a pas de plan B. Donc, si vous avez une exposition qui est limitée, vous avez donc un niveau de signal sur bruit qui est néfaste et vous ne pouvez pas mettre en évidence un certain nombre de structures qui sont faiblement contrastées et de petite taille. Voilà, donc on ne récupère pas la résolution en contraste, il n'y a pas de moyen et il ne faut pas compter sur le détecteur puisqu'au contraire, plus le détecteur est performant en résolution spatiale ou en sensibilité, plus le bruit apparent sera majoré. Donc il y a un seuil de perceptibilité des structures de petite taille et à faible contraste propre. Ce seuil est directement lié à l'exposition et on ne peut donc pas s'en séparer. Alors l'exemple qu'on avait choisi pour démontrer comment tout ceci peut être utilisé, c'est celui de la maladie de Whipple. La maladie de Whipple, je vous montre tout de suite, elle se caractérise par une surcharge lipidique massive de l'intestin. Et cette surcharge lipidique, elle est liée à plusieurs facteurs. Vous voyez ici, c'est une coupe du chorion de la muqueuse du nance jéjunale chez un sujet atteint de maladie de Whipple. Il y a beaucoup de rouge. Tout le rouge, c'est du PAS, donc ça veut dire des mucopolysaccharides. Dans ce rouge, il y a des images rondes qui sont rouges en totalité. C'est des images de bactéries vivantes, c'est des images des bactéries responsables de la maladie. Et certaines d'entre elles sont moins régulières que d'autres. C'est celles qui ont commencé à être grignotées par les macrophages. Et en bas de l'image ici, vous voyez les macrophages avec leur cytoplasme spumeux qui sont bourrés de petits grains rouges. Ce sont ceux qui ont commencé à digérer de façon incomplète les éléments de la capside des bactéries, de façon incomplète parce que dans cette maladie, il y a non seulement une infection bactérienne, mais il y a aussi des macrophages qui n'ont pas la capacité de digérer en totalité les bactéries responsables. C'est pour ça qu'on a une telle imprégnation de structures PAS+. Alors, il faut ajouter à ça, dans cette maladie, les conséquences je crains le pire. Les conséquences sur la physiologie de l'intestin, car les sujets continuent à manger. Vous savez que le système lymphatique de l'intestin grêle est destiné donc essentiellement à ramener les graisses vers les organes qui en ont besoin, vers le sang portal et vers le sang systémique. Donc, les surcharges lipidiques sont issues de multiples facteurs dans cette maladie. On a vu les éléments bactériens, on a vu les éléments macrophagiques, et il faut encore ajouter les chylomicrons qui émanent des morcellement des lipides lorsqu'ils sont absorbés au niveau des lymphatiques intestinaux. Tout ça pour dire que nous allons avoir, comme manifestation essentielle dans la maladie de Whipple, des adénopathies qui vont être très surchargées en graisse, mais cette surcharge en graisse va donner des images lacunaires comme celles qui vous sont figurées ici. Ça, c'est un dessin qui a été fait vers les années 60, un dessin donc fait à partir de données anatomopathologiques, et c'est ces images qu'on aurait aimé retrouver sur les aspects radiologiques des examens qu'on a pu faire ou retrouver ici ou là. Donc ces images, ces aspects dits en fromage suisse, donc en Emmental, n'ont jamais été mentionnés dans la littérature radiologique. Alors, je vous montre quelques cas de maladie de Whipple en précisant les conditions dans lesquelles les images ont été réalisées pour que vous voyez simplement comment, dans certains cas, on peut faire apparaître ou disparaître les images de bruit en les masquant et de cette façon avoir un reflet plus exact des aspects lacunaires qui sont dus à une surcharge lipidique et non pas au bruit ambiant. Donc cet examen fait à 200 mA, vous voyez qu'ici, entre le cliché du haut et l'image du bas, il y a simplement, comme précédemment, un filtre Photoshop qui a été mis en place, qui nous a donc diminué à la fois une bonne partie du bruit et une partie de la netteté, mais qui nous a permis de dégager, parmi les hétérogénéités visibles au niveau des adénopathies par exemple, des images lacunaires résiduelles qui sont manifestement les images des lacs lipidiques qui caractérisent cette affection. Donc il faut savoir que ces éventuels algorithmes de connectivité en post-traitement, ils peuvent avoir été mis systématiquement dans le processus de transformation, donc de matérialisation analogique des images à partir des images numériques. Donc les industriels peuvent vous faire des aspects plus ou moins riches en niveau de bruit, selon qu'ils ont utilisé ou non ce genre de filtres complémentaires. Voilà. Donc, autre exemple ici, de la même façon, on a des grosses adénopathies rétropéritonéales, puis des moins grosses au niveau du mésentère. C'est surtout au niveau des adénopathies rétropéritonéales que sur l'image du haut, on a un certain niveau de bruit, mais qui est relativement diminué puisqu'on a fait des coupes épaisses, comme en témoigne la visibilité des vaisseaux sur une certaine longueur. Et si on ajoute à ça donc l'agrandissement électronique de ces images, on voit qu'on peut mettre en évidence au niveau des adénopathies hypodenses
notamment rétropéritonéales, des images lacunaires résiduelles qui ne sont plus du bruit, elles ne sont pas du tout semblables aux aspects de granulation qu'on voit sur les structures adjacentes, mais qui sont véritablement le reflet de la présence de ces lacunes lipidiques au niveau des ganglions. Voilà un troisième exemple. On a le dernier cas de Whipple qui a été vu. On a choisi donc délibérément de faire 3 acquisitions avec des milliampérages croissants, voire très importants, comme dans l'image à 500 milliampères, ce qui nous montre quand même que quand on augmente la dose, effectivement, on diminue la visibilité du bruit, ça c'est sûr, et en diminuant la visibilité du bruit, il nous reste une bonne visibilité des images lacunaires dues à la surcharge lipidique et qui rappellent donc les aspects en fromage suisse. Par contre, on est un petit peu déçu parce qu'à 500 mA, on aurait espéré avoir une définition des images qui serait un petit peu meilleure. Alors pourquoi est-ce qu'elle n'est pas aussi bonne qu'on le pensait? Parce qu'à 500 mA, on passe sur le gros foyer du tube et à ce moment-là, on augmente le flou géométrique, vous le savez. Voilà. Et puis le dernier élément dans cette maladie, on avait donc en stock un examen qui datait de 1985 et qui était donc sur un document photographique, sur un film, comme on le faisait à l'époque. Et en reprenant cette image sur laquelle on n'avait bien entendu pas de définition, en l'agrandissant, en contrastant les images, on voit qu'on retrouve au sein de ces adénopathies les aspects lacunaires dus à cette surcharge hypolipidique caractéristique de la maladie. Donc ce qui démontre que l'optimisation des concisions de lecture a un rôle essentiel quand on s'adresse à des structures, à des détails, à des structures de faible densité et de faible contraste propre et de petite taille. Est-ce qu'il va... Non, il va encore nous faire des misères. Voilà. Donc, la qualité diagnostique des images en scanner viscéral nécessite une parfaite visibilité des structures de petite taille et à faible contraste propre parce que ce sont celles qui sont diagnostiques. Ce sont toutes les anomalies, en particulier du péritoine. Si on n'a pas une bonne visibilité du péritoine avec précision sur ces infiltrations, tout se ressemble. Alors, si on veut voir des nuances, comme dans le cas des maladies de Whipple, par exemple, on est obligé d'avoir la meilleure qualité possible. La résolution en contraste n'est liée qu'à la dose qui détermine donc le seuil de perceptibilité de ces structures qui nous intéressent. Donc si on n'a pas la dose, on n'a pas le diagnostic. Et dans ces conditions, ça n'est plus à l'ARA. Le but n'est pas de faire un examen avec la plus petite dose possible. Le but, c'est d'avoir un examen qui ait le meilleur rapport bénéfice-risque, c'est-à-dire qui nous permette de voir les éléments sémiologiques les plus fins et donc de faire le diagnostic, car le bénéfice du scanner, c'est ça. Et le scanner ne doit pas être considéré comme une machine à fabriquer, à induire des cancers, mais comme une machine qui permet d'apporter quelque chose aux patients. D'ailleurs, on voit un petit peu moins d'articles hystériques pour la promotion d'Alara. Alors, si j'arrive à avoir la dernière diapo, ça sera bien. Donc, il faut se rappeler que pour le contraste, il y a des facteurs psychosensoriels qui sont important à avoir présent à l'esprit, c'est notamment l'effet de fond et qui retentit sur les aspects du contraste apparent. Et donc, il faut en être conscient et savoir le reconnaître. Pour le bruit, on a vu que le bruit, on pourrait dire beaucoup de bruit pour rien, parce que finalement, le bruit, on peut le maquiller assez facilement. Donc, cet aspect un petit peu négatif sur l'esthétique des images peut être facilement géré. Par contre, il faut soigner l'acquisition des images, mais en même temps, comme dirait le président, il faut apprendre et réapprendre à les lire, car souvent, c'est des défauts de fenêtrage, des défauts d'agrandissement, des défauts de manipulation des images qui font que les diagnostics ne sont pas faits ou sont insuffisamment faits. Et il faut donc souvent apprendre aux jeunes radiologues à lire correctement, à fenêtrer correctement les clichés, à les agrandir correctement, non pas de façon intuitive, mais de façon rationnelle, en surveillant les valeurs du centre et de la largeur de fenêtre. Et il faut donc leur réapprendre à les lire de cette façon, à les lire et non pas les interpréter, car si on interprétait la radiologie à l'époque où il s'agissait d'images par projection d'ombres chinoises, lorsqu'on a de l'imagerie en coupe, on lit et surtout on n'interprète pas, car il ne faut pas qu'il y ait d'aspect subjectif. Donc il ne faut pas que le maillon le plus faible de la chaîne soit le maillon lecture et manipulation des images, car c'est le travail quotidien du radiologue qui sera peut-être réglé automatiquement par l'intelligence artificielle, mais tant qu'on n'en est pas encore là. Et on ne fait donc pas que les radiologues aient des yeux, mais ne voient pas parce qu'ils ne se sont pas mis dans des circonstances favorables pour qu'ils voient. Je vous remercie de votre attention. Nous avons peut-être le temps pour une question. Est-ce que quelqu'un parmi vous veut interviewer M. Régent? Parce que le problème du contraste bruit
on vit avec tous les jours. C'est peut-être pas la même chose au niveau de l'abdomen et au niveau du thorax. Au niveau du thorax, on est moins embêté parce qu'il y a un tel contraste propre entre le gaz, l'os et c'est le contraste propre maximal, donc on peut tolérer tous les bruits. De toute façon, les constructeurs nous aident bien puisqu'ils développent des algorithmes d'optimisation du contraste et du bruit qui nous font revoir beaucoup de nos techniques et en particulier les problèmes de dose. Denis, tu peux venir t'asseoir à côté de nous si tu veux.